Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie vraiment de me donner la parole et c'est pas sans émotion que quand même je m'adresse à vous tous qui êtes là aujourd'hui. C'est une grande communauté qui est réunie autour des maladies rares et puis voilà, je mesure aussi, je vais essayer de porter au mieux la parole de l'Alliance et qui réunit en son sein 210 associations et donc de très très nombreux malades. Donc vers une meilleure organisation des soins. Alors je suppose que c'est celui-là. Voilà, alors je voudrais commencer par faire un petit rappel historique pour vous dire qu'en France, en fait, on est bien conscient qu'on a quand même, je pense, la meilleure organisation au monde pour répondre aux multiples défis posés par les maladies rares. Et c'est pas rien de dire ça. J'étais en Macédoine, invitée par Eurordis récemment, et voilà, on est envié vraiment pour nos dispositifs et on mesure la chance qu'on a en France d'avoir tout ça. Je pense que c'était important de le rappeler. Et tous ces dispositifs, eh bien, on les connaît, ce sont les centres de référence, les centres de compétences, les filières de santé maladies rares Infoservice, Orphanet, la Fondation Maladies Rares, la BNDMR et évidemment, tous ces dispositifs ont pu voir le jour grâce à ces deux plans, le plan Maladies Rares 1 et le plan Maladies Rares 2. Mais il faut aussi se souvenir qu'en fait, ces deux plans, s'ils sont nés, c'est aussi parce qu'il y a une mobilisation forte du monde associatif. Avec notamment, et je rappellerai deux moments clés et deux contributeurs clés, c'était avec les États généraux de la santé en 1999, initié avec un forum sur les maladies rares organisé par l'AFM Téléthon, et puis un autre document qui est vraiment qui a posé les bases en fait de notre structuration aujourd'hui, c'est le rapport au Conseil économique et social en 2001 qui a été remis par Bernard Barato, à l'époque président de l'Association française contre les myopathies, un rapport qui s'intitulait « 5000 maladies rares, le choc de la génétique ». Vraiment, ce rapport, il préfigurait déjà aujourd'hui, il parlait des centres de référence, il a évoqué les filières de santé maladies rares. Donc, on voit que tout cela, le monde associatif a vraiment contribué. On parle aussi, je vois les directives européennes sur les soins de santé transfrontaliers en 2011. C'était aussi grâce à l'impulsion d'Eurordis, qui a été majeure. Donc, on voit cependant que ça a nécessité un temps de construction long. Si on prend le rapport du Conseil économique et social en 2001 et la labellisation des premiers centres de référence, voilà, c'était en 2005-2006, il a fallu quand même 4-5 ans pour arriver aujourd'hui à des dispositifs qui, c'est vrai, font consensus parmi l'ensemble des acteurs maladies rares. Et ce temps de concertation, ce temps de co-construction a été majeur pour arriver à faire des dispositifs pérennes. Et nous insistons sur le fait qu'il faut du temps. Il faut du temps pour construire ces dispositifs qui soient pertinents, efficients, pérennes, parce que les problématiques posées par les maladies rares sont complexes. Et peut-être avons-nous l'impression aujourd'hui dans la construction du troisième plan que nous perdons peut-être un peu de cette construction longue et qu'il est important de se donner du temps, en tout cas, pour bien penser à tous les dispositifs. Alors évidemment, je vais revenir sur nos dispositifs, mais je vais peut-être un peu plus centrer ma présentation sur les centres de référence et de compétences, sur les filières de santé maladies rares, pour répondre, donc qui sont pour nous vraiment des outils et des dispositifs majeurs pour répondre à nos problématiques. Juste pour vous donner le contexte, mais que vous connaissez bien sûr, les maladies rares, ce sont des maladies qui sont complexes, qui sont évolutives, multisystémiques, diverses, hétérogènes, même au sein d'une même pathologie, avec des impacts multiples. Pour parler d'impact, j'ai souvent cette image, c'est un peu comme le chamboule-tout. C'est-à-dire quand on vous annonce une maladie rare, une annonce diagnostique, eh bien ça vous chamboule tout dans la vie. Tout tombe, tout s'écroule. Il faut reconstruire après, pas à pas. Sauf que, voilà, la vie, ce ne sont pas des boîtes en fer inanimées. La vie, c'est la vie. Et c'est compliqué, ça prend du temps. Et puis, dans les maladies rares, on a aussi des spécificités que vous connaissez également.
et qui sont importantes et qui sont difficiles à résoudre. L'errance et l'impasse diagnostique, la difficulté de trouver de l'expertise, la rareté des traitements, la rareté de la recherche, l'isolement aussi, et souvent la marginalisation sociale. Alors on voit qu'il y a encore bien des défis à relever, des défis pour les malades, certes, mais des défis aussi pour nous tous ici présents. Alors les filières de santé maladies rares, pour nous vraiment, c'est un outil pertinent et indispensable. On a poussé pour que ces filières de santé voient le jour, et je dirais à la fois qu'on a de grandes attentes vis-à-vis d'elles. Et ces attentes, eh bien, elles vont pouvoir se réaliser de notre point de vue si elles remplissent un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que si elles travaillent vraiment dans la pluridisciplinarité, si elles créent du décloisonnement, si elles ont une approche globale, si elles donnent de la visibilité et de la lisibilité à tous nos dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas toujours bien connus, si elles arrivent à construire des actions ciblées et adaptées par rapport à leur champ, si elles sont évidemment connectées et attractives par rapport à l'Europe, et puis peut-être aussi si elles ont une autorité scientifique, c'est important. Et on pense, enfin on attend des filières de santé maladies rares qu'elles soient un peu les super spécialistes sur tous les sujets et qu'elles participent à la co-construction des politiques maladies rares de demain, peut-être encore plus d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans cette réflexion sur le 3e plan. Alors en fait, on a fait une récente enquête à l'Alliance qui date de novembre de cette année. Et donc on n'a pas encore tous les résultats, mais on trouvait que c'était important de partager avec vous ce que pensent les associations de malades après ces 2-3 années d'existence des filières de santé maladies rares concernant les avancées. Il faut tout d'abord dire qu'il y a quand même une grande diversité en fonction des filières. Là, ce ne sont que quelques indicateurs. Nous vous donnerons l'ensemble des résultats ultérieurement, puisqu'elle est toute récente. Mais on voit que, voilà, sur un certain nombre de sujets, elles ont effectivement... Alors, en rouge, c'est les sujets sur lesquels il y a eu des avancées, notamment grâce à l'implication avec la création de ces filières. Et en orange, celles où... manifestement, pour l'instant, elles n'ont pas encore, aux yeux, en tout cas des associations, forcément produit de résultats. Donc on voit à gauche l'errance de diagnostic, hein, effectivement la visibilité des filières a manifestement permis d'améliorer ce champ-là. L'enseignement, la formation aussi, c'est un champ qu'elles ont réalisées. En tout cas, elles sont dedans. Par contre, sur l'insertion professionnelle, les droits d'accès à la citoyenneté, on voit là que il y a encore du chemin à parcourir. Et nous, on espère qu'elles vont pouvoir aussi investir ces champs-là. Plus. Et pour pouvoir investir tous ces champs, eh bien, il va falloir renforcer leur mission première, qui était vraiment et qui est toujours le décloisonnement du système de santé, en arrivant à mobiliser les acteurs du médico-social, en améliorant aussi la transition enfant-adulte. C'est un défi particulier dans les maladies rares. Il y a d'abord des maladies pour lesquelles il n'y avait pas d'adultes il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est une super nouvelle, mais à la fois, il n'y a pas toujours des médecins dans le domaine adulte qui sont spécialisés dans ces pathologies. Et il y a vraiment, ce moment est très important dans un moment où déjà il existe un certain nombre de ruptures en dehors de la maladie. Il faut aussi absolument améliorer la connexion entre la ville et l'hôpital. Une des problématiques dans les maladies rares, c'est la proximité. Proximité des compétences, proximité des professionnels qui sont en capacité de comprendre leur maladie. Il faut favoriser l'inclusion scolaire et l'insertion professionnelle. Donc là aussi, il faut décloisonner, sortir de notre champ. Il va falloir sans doute développer l'éducation thérapeutique. Alors, vous savez, j'en suis convaincue sur le développement de l'éducation thérapeutique qui est nécessaire, peut-être encore plus nécessaire que pour les maladies chroniques fréquentes dans les maladies rares, parce qu'il y a peu d'experts et les malades doivent vraiment être en capacité de prendre les bonnes décisions pour leur santé,
quand il n'y a pas de médecin juste à côté d'eux pour leur dire ce qu'il faut faire. Mais il va falloir sûrement travailler sur des thématiques communes et puis voir aussi ce qu'on peut faire en proximité. C'est un grand défi. Et puis, il va falloir développer les formations à la fois pour les acteurs maladies rares, mais aussi hors champ maladies rares, évidemment sur les maladies rares elles-mêmes, mais pourquoi pas, ce sont des sujets que je vous propose. L'errance de diagnostic, la culture du doute, l'annonce diagnostique aussi, et bien d'autres sujets qu'elles sont à même de traiter. Et puis, elles doivent être également, les filières, elles doivent être renforcées par rapport à leur périmètre actuel. Et dans ce sens, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites pour ce 3e plan maladies rares. Alors évidemment, je vous cite un certain nombre d'items qu'on a retenus, il y en aurait sûrement d'autres, ce n'est pas exhaustif, mais continuer à favoriser la production des PNDS de qualité, c'est une forte demande associative. Recenser les malades en impasse diagnostique, créer un registre serait quelque chose de très intéressant. Lister les traitements d'intérêt par filière, tout ce qui est AMM, hors AMM, RTU, ATU de cohorte ou ATU nominative. Participer aussi aux études médico-économiques sur les nouveaux traitements ou les dispositifs médicaux. Concevoir des projets de recherche collaboratifs, être en capacité de rechercher des financements nationaux et européens, faciliter les connexions évidemment avec les centres de référence et les laboratoires, ça c'est peut-être que j'aurais dû le mettre plus haut, établir des partenariats avec les industriels, ce sera très important pour demain, je pense que ça a déjà été cité, et puis être en capacité aussi de prospecter sur des technologies et des traitements innovants dans notre monde aujourd'hui qui bouge. Alors pour que tout cela se réalise, pour que, je dirais, les filières déploient tout leur potentiel, eh bien, il faut un peu de méthode et de rigueur, et on a identifié un certain nombre de principes d'action. Vous avez parlé des groupes interfilières, et c'est vrai que faire vivre ces groupes interfilières nous semble vraiment majeur et capital. Il va falloir aussi peut-être renforcer la gouvernance des filières, une gouvernance qui reflète à la fois la pluridisciplinarité et le décloisonnement. Renforcer le statut, vous l'avez évoqué aussi, Monsieur Jondot, peut-être pour leur donner plus d'autonomie, pour faire plus de main. Renforcer les connexions avec les centres de référence, les réseaux européens de référence, et puis il va y avoir aussi nécessité, et c'est prévu aussi, je sais, dans l'année 2018, d'évaluer ces filières et d'être en capacité de recueillir l'avis de l'ensemble des acteurs, et y compris évidemment des malades qui bénéficient de tous ces dispositifs. Alors maintenant, quelle place et quel rôle des associations de malades dans les filières de santé maladies rares? Alors, on nous dit souvent, bon, vous êtes incontournable, on se dit, nous sommes incontournables. Oui, soit, mais ce n'est pas forcément un postulat. D'abord, si on est incontournable, c'est aussi parce qu'on fait des choses. On est un acteur aussi. On a un rôle majeur dans l'accompagnement qui fait gravement défaut dans les maladies rares. On a un rôle très important dans la recherche qu'on finance. On a un rôle aussi dans la mise en place d'essais cliniques, du début à la fin, avec une prise en considération de la réalité du terrain pour que ces essais soient les mieux organisés et qu'on puisse aussi qu'il y ait le plus de patients qui participent à ces essais cliniques. On a un rôle aussi dans l'évaluation des traitements, avec cette nouvelle procédure de la HAS, sur l'évaluation des médicaments, dont on parlera, je crois, ce soir. On a également un rôle, parfois, peut-être n'est-ce pas connu, mais contre l'errance diagnostique. Souvent, on est sollicité face à des symptômes, et des personnes sans diagnostic s'adressent à des associations. Et notre expertise nous permet, je dirais, de les adresser vers les bons professionnels par rapport à leurs symptômes. Et puis, nous sommes les seuls à avoir cette vision sur
le parcours de vie en dehors de l'hôpital, le parcours de vie en famille, le parcours de vie à l'école, le parcours de vie dans son milieu professionnel. Et puis, nous sommes aussi un outil de recours indispensable. Combien de fois ne sommes-nous pas interpellés par des familles qu'on ne connaissait pas et qui soit sont en souffrance, soit ont besoin qu'on explicite, soit n'ont des traitements. Voilà, on est vraiment très très souvent sollicités. Et toute cette expérience, eh bien, elle crée une expertise qui fait que nous sommes incontournables. Alors, quelle place et quel rôle pour les associations de maladies rares? On a voulu aussi, à travers l'enquête de ce mois-ci, un petit peu mieux voir finalement quel était leur ressenti par rapport à la possibilité qu'elles ont aujourd'hui d'être dans les gouvernances des filières de santé maladies rares. Et on peut voir à travers ces 3 questions, êtes-vous consulté pour les documents stratégiques? Êtes-vous associé à la construction de projets? Pensez-vous que les associations de malades influencent sur les décisions? On voit que à la fois en orange, en fait, en vert, c'est plutôt ce qui est satisfaisant, et c'est plutôt oui ou régulièrement, et puis en orange, c'est peut-être voilà, les points où les associations, en tout cas, qui n'arrivent pas encore, je dirais, peut-être à trouver leur place et leur rôle au sein des gouvernances. Alors, on peut dire que c'est déjà bien au niveau pour 2 ans, je pense, parce que c'est un vrai défi pour tous, parce que personne n'a été préparé, enfin, les associations n'ont pas été forcément préparées et formées à siéger dans ces gouvernances, et inversement, les personnes dans les gouvernances n'ont pas non plus été, je dirais, voilà, n'ont pas été, je dirais, forcément préparés non plus à cette présence des associations et des malades, finalement, dans ces gouvernances. Alors oui, elles ont bien une place, mais on voit bien qu'elles ont encore un rôle un peu à structurer. Et puis, par rapport à ce rôle et à cette place, on a essayé aussi de voir quels étaient les freins qui pouvaient exister dans le rôle de représentation des malades au sein des filières de santé maladies rares. Alors, on peut voir essentiellement que c'est souvent un manque de temps pour 63% d'entre elles. Et bon, on n'est pas très surpris. Hein. Il y a aussi un manque de moyens. Il y a aussi une méthode de travail qui est souvent... enfin, souvent non, pas souvent, mais en tout cas, voilà, vous voyez que les choses aussi sont assez partagées. Mais pour 57% d'entre elles, encore, c'est trop centré un peu sur les méthodes de travail entre professionnels, entre les sujets qui sont traités. Voilà, elles ont du mal, en tout cas, à prendre leur place. Souvent, il y a des délais insuffisants entre la réunion, en tout cas, de la filière et la présence des documents pour travailler et pour pouvoir contribuer. Et puis, aussi, quelque chose qui est important et que nous allons prendre en considération à l'Alliance, c'est la difficulté à avoir un retour des autres associations. Et ça, oui, c'est bien à l'Alliance de relever ce défi. Alors, on voit bien ici que, oui, les associations ont un droit de siéger dans les gouvernances. Oui, elles ont une place, mais elles n'ont pas forcément les moyens de faire. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, bien souvent, c'est qu'elles ne peuvent pas. Alors, en conclusion, je dirais qu'il y a une nécessité de créer un certain nombre de dynamiques, notamment la dynamique interassociative. L'Alliance doit absolument... c'est son rôle d'organiser cette dynamique interassociative, faire en sorte que les associations dans les filières se rencontrent. Elle a déjà organisé des universités d'automne avec 4 jours de formation. Nous réunissons aussi les gouvernances, les associations dans les filières, mais nous devons aller plus loin. Et ceci dit, nous sommes souvent limités, nous aussi, par nos moyens. Nous manquons cruellement de moyens.
Il y a la nécessité de continuer à créer cette dynamique interfilière avec quelque chose qui est évoqué dans le 3e plan, c'est la création d'un comité de pilotage des filières, mais qui soit également le reflet de cette pluridisciplinarité qui est, je dirais, l'ADN de la filière, et faire en sorte que tous ces groupes de travail aussi interfilières travaillent, produisent des documents, des recommandations, de la compréhension du savoir. Et puis, il y a une collaboration aussi entre tous les autres acteurs maladies rares que je n'oublie pas, mais voilà, tous les acteurs de la plateforme et toutes les personnes qui sont de près ou de loin investies dans les maladies rares. C'est lorsque nous sommes tous ensemble que nous pouvons vraiment dessiner les meilleurs dispositifs et politiques pour demain. Alors c'est vrai, en France, en conclusion, je dirais que nous avons les meilleurs dispositifs, les meilleurs outils, mais pour autant, ils n'ont pas atteint sûrement leur rythme de croisière et ils n'ont pas sûrement donné la pleine mesure de leur potentiel. Et pour cela, il faut que nous travaillions ensemble. Travailler ensemble, c'est se mettre autour d'une table, de réfléchir collectivement sur tous les sujets qui sont complexes, le diagnostic, la recherche, le développement de traitement, les parcours de vie. Chaque acteur détient une partie de la connaissance et il en a sa propre lecture et sa compréhension. Et c'est en mettant en commun toute cette diversité d'approches, en mettant en commun nos points de vue, qui ne font pas forcément consensus, mais c'est justement de la discussion que naîtra le bon dispositif et la bonne réponse aux problématiques. Donc pour nous, vraiment, les filières de santé maladies rares, elles doivent devenir le symbole de notre capacité à construire tous ensemble dans les maladies rares. Je vous remercie.